Mes camarades, comme vous l'avez remarqué, notre production évolue. Telle est la question, la première. L'ancienne formule avec les nouveaux sujets. Je tiens à vous remercier pour cette première. Et vous en êtes aujourd'hui, grâce et par la chaîne Twitch, en partie les co-réalisateurs, parce que c'est vous qui soutenez cette production. Et surtout de répondre à vos questions. Si vous souhaitez que nous fassions plus de contenu différent. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé 4 000 milliards de dollars pour rien. A-t-on le choix de dire autre chose que la vérité ? Ils ont un peu trahi les électeurs sur le Brexit. C'est un argument antidémocratique total. Il y a plusieurs cercles de pouvoir. Nous allons défendre l'idée de nation. Eh bien, il va falloir nous y aider. Rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. Donc, Je vous y attends, je vous en remercie. À bientôt. Bonsoir à tous. Alors, vous ne m'avez pas vu depuis un long moment dans la figure de l'intervieweur, mais ce soir, j'y tenais particulièrement parce que, et peut-être d'ailleurs que si ça vous convient, que je referai ça à intervalles réguliers, parce qu'il y a, dans ce que j'aime appeler l'intelligence invisible, ou trop peu visible, il y a des gens que je suis depuis longtemps, que je vous recommande au fur et à mesure de mes interviews, et le plus simple étant parfois de leur donner la parole directement et de se servir un peu de ma présence, puisque je sais que vous l'appréciez, ou du moins vous la supportez, pour vous faire partager la considération et parfois l'admiration que j'ai pour certains analystes. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui est déjà intervenu une fois sur notre chaîne, que je vous recommande à intervalles assez réguliers en commentaire économique. Il s'agit de Michel Santi. Michel Santi, bonsoir. Bonsoir, Pierre-Yves. Alors, vous êtes économiste, vous avez déjà une œuvre écrite assez substantielle. Votre dernier ouvrage est déjà sorti en Suisse, sortira en France le 20 avril. Il porte sur la Banque nationale suisse, la BNS. Rien ne va plus, c'est son titre. Et évidemment, après ce qui s'est passé en Suisse récemment, c'est-à-dire ce que Jacques Sapir, un de vos collègues, et qui a été mon ancien maître et toujours mentor, a appelé la collectivisation des canards boiteux, c'est-à-dire la fusion de plusieurs banques suisses plus ou moins en bon état. J'ai pensé à vous parce que ça fait des années que vous écrivez sur ce monde dont vous êtes issu, que vous connaissez, qu'est le monde financier, pas uniquement suisse mais global. Et vous tirez la sonnette d'alarme depuis des années. Moi, je me rappelle de votre ouvrage sur le libéralisme qui était publié chez l'Harmattan c'était il y a combien de temps? 2012. De 2012. Il y a 11 ans. Donc, si vous voulez, vous avez un droit d'aînesse sur beaucoup d'entre nous sur cette analyse. Je voulais savoir à la fois comment vous vous êtes rendu compte de ce que la finance était en train de devenir, et c'est une chose de s'en rendre compte, mais comment vous avez pris sur vous parce que parfois ce n'est peut-être pas gratuit, même d'un point de vue professionnel ou relationnel, comment vous êtes arrivé dans cette position justement de dénonciation, mais également d'analyse et de proposition, parce que vous auriez pu faire comme certaines personnes du monde financier, c'est-à-dire vous auriez pu regarder ailleurs. Donc, question, comment vous en êtes rendu compte et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous avez décidé de parler? Je suis issu de ce système, vous l'avez dit. Donc, effectivement, j'ai démarré très jeune dans le monde de la finance, puisque j'ai démarré à l'âge de 22 ans. Et de belle manière, puisque j'ai tout de suite été... certains ont perçu en moi des qualités pour être trader. Donc, j'étais trader. J'ai démarré dès l'âge de 22 ans. Bon, enfin, c'est un métier de jeune d'être trader. C'est aussi donc dans des banques importantes, principalement en Suisse. Et bon, c'est formidable. C'était formidable cette époque. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc, je parle de cette époque de la fin des années 80, qui est l'époque où j'ai démarré,
où les marchés financiers étaient d'une toute autre nature. Je veux dire, aujourd'hui, nous avons les machines, nous avons les algorithmes qui réalisent concrètement 85% des transactions sur les marchés financiers. Je parle de l'ensemble des marchés financiers, je parle pas seulement du marché d'échange, les bourses, les obligations, la totalité des marchés financiers. Mais à l'époque où j'ai démarré, donc c'était l'être humain, c'était moi, c'était mes collègues, mes collaborateurs par la suite, puisque je suis devenu très rapidement responsable d'une salle des marchés d'une cinquantaine de traders et d'autant de personnes dans ce qu'on appelle le back-office. Bon, j'ai évolué, j'ai créé par la suite ma propre entreprise de gestion en Suisse. J'ai créé plusieurs hedge funds et puis je me suis rendu compte que finalement, au fil des années, que c'était une activité relativement vaine parce que la seule préoccupation du monde de la finance, je veux dire, on le sait tous, la seule préoccupation, c'est de gagner encore plus d'argent. Donc aujourd'hui, il y a une maxime, enfin pas d'aujourd'hui, mais elle date d'il y a, disons, depuis 2021 aux États-Unis. Bien sûr, je parle des États-Unis parce que c'est le phare, la Mecque de la finance. C'est I'll be gone, you'll be gone. Ça veut dire en français, je serai parti, tu seras parti. C'est-à-dire que faisons toutes les bêtises, commettons tous les abus possibles et imaginables aujourd'hui, gagnons un maximum d'argent. I'll be gone, you'll be gone. Demain, quand cela éclatera, quand cela viendra au grand jour, nous ne serons plus là. Donc, c'est le profit à court terme. Mais je vous dirais, pour répondre plus précisément à votre question, ce qui a vraiment déclenché en moi cette fièvre scripturale, parce que j'ai vraiment commencé à écrire de manière très critique par rapport au monde de la finance. Ce qui a déclenché en moi c'est la crise des subprimes, donc 2007. Je suis quelqu'un qui y allait beaucoup aux États-Unis et je me rendais bien compte à partir de 2005-2006 que ce qui était en train de se dérouler aux États-Unis était vraiment une escroquerie à grande envergure, dans le sens où des prêts immobiliers étaient consentis à des familles qui n'étaient absolument pas qualifiées pour les obtenir. Il y avait bien sûr, c'était tout un système de complicité qui s'était mis en place. Il y avait les banques évidemment, mais il y avait entre les banques et le client ultime, entre l'emprunteur ultime, ces familles non qualifiées, il y avait toute une chaîne d'intervenants financiers ou pseudo-financiers qui étaient les brokers, les assureurs, les courtiers, etc., qui touchaient des commissions au passage et qui avaient inventé des termes absolument signifiants, genre vous n'aviez pas de documentation à même d'accréditer un prêt, vous ne pouviez pas justifier de documents en termes de revenus, en termes de solvabilité, vous inventez des documents sur place, et ils appelaient ça les prêts ninja. Ninja, c'était no income, no job asset. Donc, vous aviez les crédits neutrons, par exemple. C'était une autre appellation, les crédits neutrons. On savait très bien que les gens à qui on consentait ces prêts n'avaient dès le mois suivant pas les moyens de payer leur crédit. Donc, tout ça, c'était un écosystème qui s'était mis en place et dont je m'étais rendu compte parce que je visitais souvent le pays à l'époque et ça ne pouvait plus durer. On sentait bien que ça ne pouvait plus durer et bon, ça a éclaté à la faveur d'une petite hausse de taux d'intérêt américaine en 2007, à l'été 2007, mais aussi à la faveur de la clôture par BNP Paribas France d'un de ses fonds. Mais c'est ça qui, en réalité, voilà, a déclenché ce besoin de m'exprimer et non pas de dénoncer, c'est un trop grand mot, mais d'analyser et de décortiquer jusqu'à mon dernier ouvrage dont vous avez parlé, qui
qui est un livre qui est à charge, très clairement à charge contre la Banque centrale suisse. Mais on en reparlera, je pense. Oui, bien sûr, parce que moi, ce que j'ai aimé dans votre manière d'aborder ce sujet avec la BNS, c'est que d'un côté est arrivé la Suisse a l'avantage d'être un État encore à taille humaine pour voir ce qui lui est arrivé, mais en réalité, ce qui lui est arrivé nous est arrivé. Et on s'en rend pas tout à fait compte, et de le voir à travers l'expérience suisse est très, très, très pédagogique. C'est-à-dire, entre autres, sur ce qui est arrivé à la Banque centrale de Suisse. Mais ça, on va y revenir sur le rôle des banques centrales. Ce que je voulais d'abord voir avec vous, c'est sur cet aspect si vous voulez, de crise à rebond. Parce que depuis, vous l'avez très bien dit, ce qui s'est passé avec les subprimes. Et on a l'impression qu'à partir des subprimes, l'Occident, principalement l'Occident, mais il ne faut pas oublier que beaucoup de pays en développement, j'ai un de mes amis qui enseigne à l'Académie militaire de Pékin, qui m'a dit les Chinois l'ont très 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 mal vécu, par exemple, le dénouement de la crise de 2007-2008, mais les pays émergents ont développé des stratégies pour s'éloigner d'entre guillemets, de ces cœurs de crise. Mais on a l'impression que pour l'Occident, on est dans un long continuum depuis 2007 si vous voulez, comme une bille qui tourne dans un cylindre et qui rebondit de crise en crise. Est-ce que c'est juste une impression, ou est-ce que pour vous, nous sommes dans un système à créer des bulles et nous allons de bulle en bulle, quoi qu'il se passe? Écoutez, je voulais vous répondre que l'instabilité est au cœur même du monde de la finance occidentale. Les pays comme la Chine sont, comme vous avez évoqué tout à l'heure, ou certaines autres nations sont des pays relativement fermés. Nous sommes dans un monde, je parle de l'Occident, nous sommes dans un monde globalisé. Les subprimes dont on parlait tout à l'heure, je ne jetterai pas la pierre sur les Américains, mais les subprimes ont déteint très très rapidement sur l'Europe et ont joué finalement un rôle de révélateur des faiblesses structurelles de la construction européenne. Tout ça pour vous dire que voilà, la globalisation en fait nous imbrique, nous oblige à avoir une communauté de destin, et l'instabilité est donc au cœur même de la finance. Et comme l'instabilité est au cœur de la finance, l'instabilité est au cœur de la finance occidentale. Et nous la subissons de plein fouet. Donc, non seulement depuis 2007, mais également, n'oublions pas l'implosion des valeurs technologiques 2000-2001 qui a exercé des ravages pendant quelques années. Nous avions été mis en garde par des grands économistes qui sont quelque part mes maîtres à penser, Keynes et Minsky. Voilà. Le grand problème, c'est que la finance moderne a évacué une considération très très importante, ce qui est l'incertitude. Il faut réintégrer l'incertitude au sein de notre processus de décision économique et d'investissement financier. Car contrairement aux certitudes, contrairement aux prétentions du monde de la finance, de l'économie et parfois même du monde de la politique, l'activité des acteurs de notre économie n'est pas guidée par la rationalité. L'activité des acteurs de notre économie n'est pas guidée non plus par une savante et généreuse quête d'équilibre, tout simplement par des intuitions. C'est ce que disait Keynes, par des instincts, par l'appât du gain, parfois par un sentiment de panique. C'est sous cet angle-là, beaucoup moins idyllique bien sûr, mais ô combien plus réaliste, que doivent être analysées l'économie et l'investissement, qui ne répondent pas à de nobles aspirations,
mais qui sont la manifestation de nos instincts, de nos angoisses, de nos manies les plus intimes et parfois les plus viles. Alors, il y a des économistes qui ont parlé d'homo economicus. Je trouve que l'homo economicus, depuis quelques années, il est sacrément tombé de son piédestal. Sa gourmandise, son manque de scrupules l'ont précipité, l'autodétruisent. Pour pouvoir essayer de remettre un petit peu, d'assainir notre système, nous devons admettre que notre maîtrise de l'économie est imparfaite et qu'elle est limitée non pas par les algorithmes ou par de plus en plus de mathématiques qui sont intégrées dans nos processus d'analyse, non seulement sur les marchés, mais partout. L'économiste Heilbronner avait déclaré au début des années 2000 que les mathématiques avaient insufflé un petit peu de vie à l'économie avant de la tuer. Bon, Keynes disait « L'économie est une de ces jolies techniques qui tentent d'appréhender le présent en faisant abstraction du fait que nous savons très peu sur le futur. » Donc, voilà, que toute la chaîne, c'est un vœu pieux que j'aimais maintenant, mais que toute cette chaîne d'économistes, de financiers, parviennent à se penser humblement, et c'est encore un terme de Keynes, comme des personnes compétentes, mais sur le même plan que des dentistes. Donc, voilà la réponse que je vous ferai. Vous avez souligné un point qui me semble fondamental, qui est sur la notion d'incertitude. On oublie beaucoup que énormément des produits qui ont, entre autres, mené à 2007-2008 sont des produits financiers assurantiels, dont le but est avant tout de gommer l'incertitude. Bon, pour faire très vite schématiquement, en réalité, ce qui était les CDO, CDS, c'est tout simplement de revendre le risque en petits bouts sur une somme prêtée. C'est de tuer le mythe du mauvais payeur, en fait. Donc de retirer le risque de prêter, et donc de ne plus évaluer l'emprunteur. Dans les grandes lignes, on peut peut-être dire ça pour un public néophyte. Et c'est un point fondamental. C'est drôle d'ailleurs, parce que ce sont des professions qu'on a vendues sur le risque, et ce sont des professions de plus en plus allergiques au risque. Le règne des machines dans le monde financier est lié également à ça. Et cette aversion au risque nous a conduit, disons, à... Parce que dans le temps, quand il y avait une séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt, vous aviez les hommes du risque et vous aviez les hommes de l'investissement. C'était deux corps de métier qui avaient une utilité sociale différente. Le tout était arbitré par les banques centrales. Aujourd'hui, on a créé d'abord la Banque universelle et ensuite, on a eu la logique de l'indépendance des banques centrales, fin des années 80 jusqu'au début des années 2000. Qu'est-ce qui a fait pour vous que les grandes institutions qui devaient nous protéger de du risque d'avoir une cordée financière mondiale qui s'effondre avec nous tous dedans, c'est-à-dire les banques centrales et également une autre institution qu'on oublie souvent, qui est la Banque des règlements internationaux, la BRI. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, par exemple, vous avez une grande spécialité sur les banques centrales. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les banquiers centraux ne sifflent pas les fins de récré? Écoutez, les banquiers centraux sont aujourd'hui clairement dépassés par les événements. Reprenons une petite chronologie parce que c'est très, très, très significatif. Je veux dire, c'est grâce aux banquiers, c'est grâce aux banques centrales que les crises de 2007, crise du crédit 2008, 2009, 2010, qu'ensuite la crise du Covid, je parle de la crise financière du Covid, ont pu être évitées.
parce que les banques centrales ont cette vertu. On parlait à l'époque des rois thaumaturges. Les banques centrales ont cette vertu miraculeuse de pouvoir imprimer l'argent de manière illimitée. Alors aujourd'hui, elles n'impriment plus de manière physique, c'est de manière digitale. Elles créent de l'argent. Faut bien vous rendre compte que cette capacité de mettre de l'argent dans le système a été reconnue depuis bien longtemps, y compris par les farouches opposants des keynésiens qui sont partisans de mettre de l'huile dans les rouages. Un économiste, Milton Friedman, qui est le chantre du monétarisme, l'anti-keynésien par excellence, disait que, à propos de la crise japonaise au début des années 90, à propos de l'implosion de la bulle japonaise, je vous rappelle que fin des années 90, la bourse japonaise a été divisée par 10, parce qu'il y a eu une implosion de cette bulle spéculative, ainsi que du marché immobilier japonais. Même Milton Friedman disait que lorsque la situation va mal, nous sommes tous keynésiens. Bon, ça veut dire en réalité que, et nous l'avons bien vu au gré des paquets qui ont été engrangés par la Réserve fédérale américaine, pour commencer, la Banque de Chine, ensuite, Banque du Japon, que mettre de l'huile dans les rouages, c'était la seule manière de pouvoir s'en sortir de crises que la finance avait provoquées dès le début des années 2000 et qui a eu son apogée en 2007, 2008, 2009, 2010. Voilà, bon. Pourquoi ne nous ont-elles pas protégés? Telle était votre question. Elles étaient censées nous protéger, elles nous ont protégés quelque part. Souvenez-vous de la crise, de ce qu'on a appelé la crise des dettes souveraines en Europe, qui a démarré en 2009, à partir du moment où les marchés financiers se sont rendus compte que l'Europe avait ce que moi j'ai appelé dans plusieurs livres et articles, ce péché originel. Le péché originel de l'Europe, selon moi, c'était que, voilà, il y avait une banque centrale européenne qui était là, mais concernant sa propre dette nationale, chaque pays était livré à lui-même, c'est-à-dire que chaque pays devait assumer son endettement, affronter lui-même les marchés financiers pour son propre endettement. C'est comme ça que l'Europe a été construite. Prenons un exemple d'une fédération qui s'appelle les États-Unis, que tout le monde connaît. Si un État de Californie, je parle de la Californie parce que la Californie a failli faire faillite il y a quelques années. La Californie avait des gros problèmes de solvabilité, et si les États-Unis avaient été construits comme l'Europe à l'époque, la Californie aurait fait faillite, parce qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle les transferts automatiques de liquidités. Bon, les marchés se sont rendus compte, à partir de 2009, 2010, 2011, que certains pays comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Irlande, avaient des dettes publiques immenses. Et je le rappelle, c'est les subprimes qui ont été le déclencheur de cette prise de conscience des marchés en Europe. Mais la Banque centrale européenne ne pouvait pas, pour des raisons statutaires, aller au secours de ces pays qui étaient donc livrés aux affres des marchés financiers. Donc, vous voyez, ça c'est pour répondre à votre question, les banques centrales n'ont pas pu, dès le départ, en tout cas la Banque centrale européenne n'a pas pu, dès le départ de la crise européenne, venir à l'aide des pays sinistrés, des pays qu'on a appelés de manière méprisante les pays de Club Med, parce que à cause de ce défaut, de structure dont l'Europe avait été créée. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation tout à fait différente, bien sûr.
nous avons depuis 1 an et demi des flambées inflationnistes qui se calment, certes un petit peu maintenant. Moi, je pense que c'est provisoire, mais nous avons des flambées inflationnistes qui ont surpris de manière, qui ont estomaqué tous nos dirigeants. Bon, je ne veux pas venir aller aux sources de cette crise inflationniste. Bien sûr, il y a la crise du Covid qui a ensuite fait interrompre les chaînes de production. Il y a la crise pétrolière, il y a la Chine. Bon, mais nous a toujours est-il que les banques centrales des pays d'Occident, principalement les États-Unis et la Banque centrale européenne, n'ont pas réagi à temps quand il fallait le faire, c'est-à-dire en début 2022, pour remonter leur taux d'intérêt. Parce qu'une banque centrale, elle peut aussi bien injecter des liquidités en créant de l'argent, injecter des liquidités comme elle l'a fait en période de déflation, c'est-à-dire à partir de 2007 pour les subprimes, c'est-à-dire à partir du moment où Draghi avait décidé en 2012 de mettre vraiment sa banque centrale au service des pays sinistrés. Donc, une banque centrale peut injecter des liquidités parce que le taux d'intérêt d'une banque centrale ne peut pas aller en dessous de 0. Le taux d'intérêt d'une banque centrale ne peut pas crever ce plancher qui est 0. Donc, pour rendre le taux négatif, pour rendre un taux d'intérêt négatif de manière indirecte, la seule manière de procéder, c'est d'injecter des liquidités dans le système à travers ce qu'ont fait les banques centrales, à travers des achats d'obligations émises par les entreprises, etc. Donc ça, et dans les banques, ça permet d'injecter des liquidités, de mettre de l'huile dans les rouages et de rendre le taux d'intérêt négatif. Bon, les banques centrales, quand elles ont vu poindre l'inflation en 2021, à partir de début 2021, elles n'ont pas réagi comme il le fallait en remontant les taux d'intérêt et elles ont été complètement prises au dépourvu. Et à partir de ce moment-là, à partir d'un certain stade, qui est selon moi deuxième trimestre 2022, c'était déjà presque trop tard pour pouvoir lutter de manière efficace contre l'inflation, parce que pour que l'inflation soit combattue par une banque centrale de manière efficace, il faut que le taux d'intérêt soit supérieur au taux de l'inflation. Alors imaginez aujourd'hui, dans notre contexte actuel, où nous avons un taux d'inflation en Europe qui est de combien? De l'ordre de 8%, disons en moyenne. À peu près. Imaginez ce que donnerait un taux d'intérêt de la Banque centrale européenne à 8%. Ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible. Bien sûr. Donc, vous voyez, il y a un échec patent aujourd'hui de la part des banques centrales parce qu'elles se sont laissées dépasser et par la gauche et par la droite par une inflation qui… Voilà. Alors, pourquoi n'ont-elles pas réagi, ces banques centrales? C'est la question essentielle. Pourquoi n'ont-elles pas réagi? Eh bien, mon interprétation, hormis la minimisation tout à fait humaine des poussées inflationnistes post-Covid que l'on peut comprendre, mon interprétation, c'est que, là nous revenons à notre problématique initiale du monde de la finance, notre contexte et notre environnement financier aujourd'hui est un environnement fragile. Et remonter des taux d'intérêt de manière trop importante est une source de fragilisation importante du monde de la finance. Et pour cela, l'exemple flagrant, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité financière et ce qui s'est passé il y a un mois dans des banques régionales aux États-Unis. Donc, vous avez on a commencé par avoir
la déroute d'une banque dans la Silicon Valley, qui n'était pas une banque mineure. C'est très important de s'en rendre compte. Je crois 25e banque du pays tout de même. Hein, c'est pas rien. Absolument. Et qui a directement souffert de l'impact de la hausse des taux d'intérêt. Je m'explique. Pourquoi? Il faut bien que vous rendre compte que toutes ces banques, qu'elles soient aux États-Unis, qu'elles soient en Europe, nous avons eu un contexte de taux d'intérêt très bas pendant très très longtemps, qui était exceptionnel. Et on a souvent dit que les taux d'intérêt bas reniaient les marges bénéficiaires des banques, ce qui est la vérité. La seule chose que pouvaient faire ces banques pour essayer de gagner de l'argent, de faire gagner de l'argent à leurs actionnaires, accessoirement de distribuer du bonus à leurs dirigeants, la seule chose qu'elles pouvaient faire dans le contexte déprimé, rappelez-vous du contexte déprimé qu'il y a eu en gros pendant 10 ans, avec des taux d'intérêt qui étaient proches du zéro, c'était d'acheter des obligations d'État, des bons du Trésor. Alors, c'était des bons du Trésor américains, c'est des bons du Trésor allemand, des bons du Trésor français, mais ces bons du Trésor avaient un rendement très bas, puisque les taux étaient bas. Les rendements des bons du Trésor américains, qui étaient les plus rémunérateurs à l'époque, ces rendements étaient de l'ordre de 2%, maximum, même 1,5% à 30 ans. Mais voilà, donc elles ont acheté avec leur trésorerie des bons du Trésor de ces pays-là pour pouvoir générer un minimum de rentabilité. Le problème, c'est qu'à partir du moment où les taux d'intérêt montent, comme on les connaît depuis 1 an et demi, alors c'est mécanique. Quand les taux d'intérêt montent, la valeur des obligations baisse. C'est mécanique. Alors, ce qui veut dire que toute cette masse d'obligations que les banques américaines et européennes ont à leur bilan, si elles auraient dû être réévaluées au cours du jour, si clairement ils devaient les revendre sur le marché, ils auraient engrangé une très grosse perte. Parce que les taux d'intérêt sont montés et donc la valeur faciale, la valeur nominale de ces obligations a baissé. Ce qui a précipité la baisse, la chute de la banque de la Silicon Valley, parce que les marchés sont en train de se rendre compte aujourd'hui que, ma foi, les bilans des banques sont très fragilisés. Je vais si nous pouvons juste montrer mon graphique numéro 2. Regardez c'est un graphique qui est tout à fait intéressant, qui est plus ou moins actuel. Il date d'il y a quelques semaines, et vous voyez les pertes non réalisées des 4 banques les plus importantes aux États-Unis. Parmi elles, il y a JP Morgan Chase, il y a la Citibank et Bank of America, par exemple. Bon, donc, ce graphique, les pertes que nous voyons à travers ce graphique illustrent mon propos par rapport à un système bancaire qui est fragilisé par cette hausse de taux d'intérêt. Et donc, je reviens à mon propos et à votre question. Pourquoi ces banques centrales et pourquoi ces organes de régulation, pourquoi ces instituts monétaires ne nous ont-ils pas protégés lorsque l'inflation a commencé à monter? Votre question était plus générique. Pourquoi ne nous ont-ils pas protégés tout court à travers ces crises? Mais là, j'ai l'exemple de l'inflation. Pourquoi n'ont-ils pas réagi à temps? Hormis l'erreur humaine post-Covid qui serait tout à fait compréhensible, je le répète, mais que j'attribue, moi, à 20%. À mon avis, la raison principale, c'est pour ne pas fragiliser le système bancaire mondial.
des banques occidentales. Nous sommes dans un environnement de banques hyper fragilisées par ce contexte de hausse des taux. Et là, c'est mon graphique numéro 3 qui le montrera. Mon graphique numéro 3 montrera un système dont peu de gens sont au courant de l'existence, qu'on appelle le système financier de l'ombre, le shadow banking. Le shadow banking, bien Alors, sûr. le shadow banking, c'est toutes les institutions financières qui exercent leur activité sans régulation, sans aucune surveillance. Ça peut être un fonds de placement, ça peut être un fonds de private equity, ça peut être une compagnie d'assurance qui n'a pas de licence bancaire, ça peut être un courtier. Toutes ces sociétés, toutes ces entreprises ne sont pas soumises à la même régulation qu'une banque, qu'un établissement financier classique. Parfois, ne sont soumis à aucune régulation, à aucune surveillance du tout. Et ce système-là de l'ombre, ce shadow banking, est encore plus vulnérable à la hausse des taux d'intérêt. Nous avons un système extraordinairement fragilisé qui est là, qui ne demande que à tomber comme un fruit mûr ou comme un fruit pourri, désolé du terme. Et voilà pourquoi les banques centrales n'ont pas réagi comme elles devaient réagir pour protéger le consommateur occidental à la faveur de la hausse de l'inflation. Quand je disais ne pas nous avoir protégés, entendons-nous bien. Moi, j'ai fait un petit bouquin sur la dette en 2013. J'ai des collègues, des amis avec qui je me disputais parce que ils en voulaient énormément à Ben Bernanke. Et je leur disais, attendez, Ben Bernanke, à sa place, qui est patron de la Fed à l'époque, il ne pouvait pas réformer un système. C'est pas son rôle. Il est président de banque centrale. Ben Bernanke a fait sa thèse sur la crise de 29. Oui. Il savait que l'entièreté du commerce international se faisant à crédit, si on n'injectait pas tout de suite, tout allait bloquer. Oui. Et donc, il a sauvé le monde, quoi qu'on en pense. On peut ne pas aimer le monde qu'il a sauvé, mais lui, c'était son boulot. Le souci, c'est que par la suite, je dirais même avant lui, et ça s'est poursuivi après lui, que ce soit les autorités de banque centrale ou les autorités politiques, personne n'a voulu s'opposer au système quand il a commencé à pourrir, et personne n'a voulu l'assainir après 2007. C'est surtout ça où je voulais en venir. Prenez un exemple, vous l'avez très bien dit, et vous avez eu tout à fait raison de souligner le shadow banking, qui est un point qu'on ne souligne jamais assez. Et d'ailleurs que souvent on ne souligne pas du tout. Qui a laissé ces gens agir de la sorte? Parce qu'à la fin, nous arrivons dans un too big to fail généralisé où, mis à part les populations, qui elles sont surexposées, tout le monde se tient, tout le monde se protège, en disant « Arrêtez-moi ou je fais un malheur, si je tombe, vous tombez avec moi ». Nous sommes déjà dans un too big to fail généralisé, je veux dire. Tout à fait. Mais on l'a laissé se mettre en place, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Je vais illustrer mon propos par ce qui s'est passé en Suisse. Bon, c'est très intéressant ce qui s'est passé en Suisse. Donc, le Crédit Suisse, qui était la deuxième banque suisse, a été absorbé de manière tout à fait contestable par la première banque, l'UBS. Et on reviendra tout à l'heure, si vous voulez, sur les détails. Mais je me suis amusé à me livrer un petit calcul. Le bilan de l'UBS, bon, la Suisse est connue pour son système bancaire, entre autres. Pas que, mais aussi pour son système bancaire. La Suisse est un pays industriel, etc., également connu pour son système bancaire. Mais bon, l'UBS, une fois qu'elle aura absorbé le Crédit Suisse, représentera à elle seule 40% du volume de tout le poids du système bancaire en Suisse.
le bilan consolidé de ce nouveau groupe pèsera 1600 milliards de dollars. 1600 milliards de dollars. Alors, à titre d'exemple, à titre de comparaison, le bilan de la Banque centrale suisse est de 1000 milliards de dollars par rapport à 1600 milliards que sera ce groupe. Et à titre de comparaison également, parce que bon, un bilan d'une banque centrale n'est pas vraiment très révélateur dans le sens où une banque centrale peut créer de l'argent comme elle le voudra. Mais bon, c'est un peu artificiel. Revenons sur les 1600 milliards du bilan que sera cette banque, UBS, et comparons-le avec quelque chose de vrai, qui est le PIB de la Suisse, 700 milliards. Et donc là, vous avez parlé de too big to fail. On est bien au-delà là, du too big to fail. On est bien au-delà, oui. Parce que si j'ai dit que cette fusion était contestable, c'était bien sûr de la manière dont elle s'est opérée, avec énormément d'erreurs juridiques, avec beaucoup de contestations, y compris émanant du système bancaire, avec avec beaucoup d'opacité, une certaine collusion. Mais il y a une chose qui fait peur aux citoyens suisses aujourd'hui, c'est que si l'UBS devait tomber, c'est toute la Suisse qui tombe avec. 1600 milliards bilan de l'UBS contre 700 milliards PIB annuel de la Suisse. Donc on a créé un monstre qui va fatalement nous échapper. Et pourquoi va-t-il fatalement nous échapper? Là, j'en reviens à nouveau à ma critique du monde de la finance. Alors, on a bien vu au fil de ces années comment les banques ont été secourues, pas seulement en Suisse. Bon, entre parenthèses, l'UBS a été sauvé de la faillite en 2015 par la Suisse, parce que l'UBS a violé plusieurs lois américaines, etc. Bon. Mais nous avons eu, depuis 2007, en gros, plusieurs banques à travers nos pays occidentaux qui ont été secourues par le contribuable. Voilà. Ça s'appelle socialiser les pertes, quoi. Voilà, on a socialisé les pertes. Bon. Ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'est que par rapport à cette méga banque, ça va au-delà de tous les superlatifs. Ils savent bien qu'ils vont devenir vitaux pour la Suisse. Et donc ça va inconsciemment engendrer toutes sortes de comportements à risque et de comportements répréhensibles. Ce qu'on appelle le moral hasard, le hasard moral, c'est-à-dire en fait tout simplement les abus. Je veux dire, c'est humain tout simplement. Ils vont se dire mais quoi qu'il arrive en dernier recours, la Confédération suisse et la Banque centrale suisse seront là pour nous sauver. Et donc ils vont y aller. Voilà. Voilà pourquoi la Suisse court un gros risque. Et la Suisse et l'Europe aussi, bien sûr, courent un gros risque en ayant accepté la création d'un tel mastodonte, parce que d'abord, même involontairement, une chute de cette banque, et vous savez, les banques peuvent chuter très rapidement avec les nouveaux produits sophistiqués qu'il y a aujourd'hui. Une chute d'une banque peut se faire d'une semaine à l'autre, mais également, cela peut encourager à tous les comportements à risque, avec derrière l'assurance que la Confédération helvétique sera là. Mais le problème, c'est que la Confédération helvétique, je ne sais pas si son argent suffira pour sauver une banque comme l'UBS. Donc, le too big to fail que vous avez évoqué dans votre question, mon cher Pierre-Yves, je crois qu'il est déjà dépassé depuis longtemps. Les montants parlent d'eux-mêmes. Mais là, ça nous pose, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que votre livre est important, parce que, si vous voulez, l'avantage de la Suisse, c'est qu'elle nous permet premièrement, elle nous permet de décentrer notre regard, nous en tant que Français, mais également, elle nous permet de voir à une autre échelle
ce qui nous est arrivé. Prenez le cas de la France. Nous avons un nombre de banques systémiques par habitant qui est totalement anormal pour un pays de 70 millions d'habitants. Et nous avons des banques qui pourraient tout à fait enfoncer la France dans le trou assez facilement. La Société Générale, la BNP, et une banque à laquelle on pense peu, mais qui est l'un des principaux, qui est l'une des banques occidentales à posséder le plus de terres, qui est le Crédit Agricole, par exemple. Mais nous avons, je crois que la France doit avoir quelque chose comme 6 ou 7 banques systémiques pour un pays de 70 millions d'habitants, ce qui est colossal. C'est hors de proportion. Mais la question qui se pose, c'est, là, de ce que je comprends de la situation suisse, c'est qu'aujourd'hui, la Suisse accepte et a priori le relatif silence, entre autres sur vos écrits récents sur la Suisse, fait qu'aujourd'hui on veut, disons, ne pas mettre la lumière sur cette affaire. La Suisse accepte une menace économique permanente pour ne pas avoir à assainir ses propres banques. Mais question imaginons, ça s'effondre. Qu'est-ce qui va se passer? On va saisir les dépôts, on va faire payer le contribuable encore un coup? Mais si vous voulez, où est-ce que tout ça va nous mener? Comment ça va se finir? Il y a eu tellement d'abus, non seulement en Suisse, mais un peu partout dans le monde. Vous savez, si l'on pouvait passer le graphique numéro 1 qui nous montre les amendes infligées au Crédit Suisse depuis 2002. Vous voyez, depuis 2002, ça va de 350 millions de dollars et ça atteint des chiffres comme 700 millions. Au total, la banque a été condamnée pour plus de 50 amendes depuis 2000 pour un total de 11 milliards de dollars. Quand je vous parlais d'abus, par rapport à cette notion d'où est-ce qu'on va, je veux dire, une banque comme le Crédit Suisse, par exemple, n'aurait jamais dû être absorbée par l'UBS parce que, tout comme il y a eu des amendes vertigineuses qui ont été payées, et ne croyez pas que ces amendes ont été payées parce que le Crédit Suisse s'est trompé sur une virgule dans un contrat. Ces amendes ont été payées parce que ce sont des accords à l'amiable que le Crédit Suisse a dû négocier avec les États pour avoir violé des lois. C'est pour des fraudes, bien sûr. Pour des fraudes, voilà. Donc, il faut que vous sachiez que la Confédération helvétique, dans le cadre de l'absorption du Crédit Suisse, le peuple suisse, c'est-à-dire si la Confédération helvétique, donc c'est le peuple suisse, a émis une garantie globale de 260 milliards de francs suisses, c'est-à-dire grosso modo la même chose en euros, 260 milliards d'euros. Donc le peuple suisse, le contribuable suisse, a émis aujourd'hui une garantie de 260 milliards de francs à destination de l'UBS dans le cadre de l'absorption du Crédit Suisse, parce qu'il y aura d'autres cadavres qui vont être découverts dans le placard du Crédit Suisse. Donc c'est totalement aberrant ce qui est en train de se passer. Vous parliez des banques françaises, mais n'allons pas très loin. Moi, je suis très inquiet pour les banques allemandes. Oh que oui. Très inquiet pour les banques allemandes. On allait embrayer là-dessus. Le risque systémique majeur, selon moi, il provient d'un établissement qui s'appelle Deutsche Bank. Bien évidemment. Qui est une banque qui a trempé dans, je veux dire, c'est public, personne ne va m'accuser en diffamation, qui a trempé dans plein de malversations,
parce qu'elle a dû payer plein d'amendes, qui est une banque dont la capitalisation, dont l'action en bourse a été divisée minimum par 10 en quelques années, qui est une banque qui, ma foi, dont la gestion est pour le moins problématique. Et très régulièrement, je veux dire, on a entendu ça il y a quelques jours encore, à propos, juste après l'affaire Crédit Suisse, que le domino suprême pourrait bien être l'effondrement de Deutsche Bank, qui pour le coup sera un Lehman Brothers de 2008, probablement multiplié par X, du fait de la sophistication, je le répète, de la sophistication actuelle des produits financiers qui n'a rien à voir avec la sophistication qu'il y avait en 2008, qui est beaucoup plus sophistiquée, qui sont beaucoup plus complexes, et du fait des algorithmes, et du fait de l'imbrication de notre système financier occidental, qu'on appelle intégré, mais voilà, on appelle ça intégré de manière élégante, mais voilà, la globalisation, en fait, du monde financier nous fait encourir des risques qu'un domino puisse en effondrer beaucoup d'autres. C'est une cordée de haute montagne. Et je crains malheureusement qu'il soit trop tard pour faire marche arrière. Ouais. Vu les montants, de toute façon, pour faire comprendre à nos auditeurs, cher Michel Santi, il faut bien voir que l'augmentation de la sophistication et l'augmentation dramatique des montants fait qu'un scénario, disons, de réendettement massif, le fameux quoi qu'il en coûte, comme certains l'ont appelé, des États, tel qu'on l'a fait en 2007-2008, hein, faut être honnête. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, l'arme monétaire ne peut donner que ce qu'elle a aussi. Donc, écoutez, l'arme monétaire, vous savez, l'argent que l'on s'échange, les billets de banque, ça s'appelle, là je vais en venir en fait à un point qui est essentiel, qui soutient toute notre architecture financière. Et qui soutient beaucoup les relations humaines et qui soutient énormément de choses. Ce point-là, c'est pour ça que je vous parle de l'argent qu'on s'échange, qui s'appelle, en langage technique, la monnaie fiduciaire. Dans fiduciaire, il y a le terme de fiducie, de confiance. La confiance est le concept qui soutient tout notre système. Bien sûr. Tout. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de confiance, tout s'effondre. Donc, on peut toujours aujourd'hui préserver ce qui reste, ce qui peut encore être préservé en maintenant la confiance. Pour maintenir la confiance, il faut une vraie croissance dans nos économies. Il faut une moindre financiarisation de nos économies. Ça me rappelle une phrase du physicien Max Planck qui disait que la science n'avance qu'un enterrement à la fois. Moi, je dis souvent que pour l'histoire financière nous a plutôt appris à n'avancer qu'une hécatombe à la fois. Donc, la confiance, notre système actuellement est devenu tellement vulnérable. On parlait de domino tout à l'heure. La seule chose qui peut encore nous éviter des catastrophes à venir, c'est de maintenir un semblant de confiance dans ce système. Pour maintenir la confiance dans le système, il faut impérativement que nos dirigeants, que nos gouvernants procèdent à une définanciarisation de nos économies et à un retour à une croissance authentique. Je vais prendre un exemple de financiarisation de l'économie qui m'a tout à fait choqué il y a quelque temps lorsque je l'ai appris. L'État de New York, par exemple, je parle souvent des États-Unis d'Amérique, c'est un pays que je connais très bien, et puis tout part de là, tout procède de là. Tout part de là. Donc, voilà, dans le bon comme dans le mauvais. Voilà.
Donc, l'État de New York, donc non pas la ville de New York, mais l'État de New York, a confié la gestion de ces prisons il y a 2-3 ans à Goldman Sachs, en leur donnant en financiarisation, et Goldman Sachs a financiarisé le truc, si vous voulez, a financiarisé la gestion des prisons de telle sorte à ce que s'il y avait un taux de récidive moindre, l'État de New York devait donner des bonus à Goldman Sachs. C'était en fait des produits dérivés que Goldman Sachs a émis sur les prisons de New York. Si le taux de récidive était supérieur par rapport à la prise en fonction de Goldman Sachs, c'est Goldman Sachs qui devait payer un malus à l'État de New York. Donc voilà un genre d'échange de bons procédés comme ça, basé sur un produit dérivé que Goldman Sachs avait créé, un genre de bonus, ou de malus, du système bonus-malus, des options, des calls et des puts, en fait, tout simplement, pour ceux qui connaissent ce système. Voilà, ça s'appelle la financiarisation de l'économie sur le dos d'une population vulnérable, comme l'est la population carcérale, par exemple. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire des choses pareilles? Bon, aux États-Unis, on a le droit de tout faire, mais c'est une financiarisation qui vient en Europe petit à petit. Ne nous masquons pas la face. Donc, pour en revenir à mon propos, nous n'arriverons à rétablir un semblant de confiance qu'en réduisant le degré de financiarisation extrême de nos économies. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même les entreprises européennes en sont contaminées par ce degré de financiarisation. La meilleure preuve, c'est que lorsque vous avez une grande entreprise cotée en bourse qui licencie, son action monte en bourse. Parce que ça veut dire qu'elle assainit. Voilà la preuve ultime. Oui. Ça me permet d'orienter un peu notre échange sur un point sur lequel vous avez beaucoup écrit. Je voudrais que vous reveniez sur vos écrits. Moi, c'est un point qui me passionne parce que bon, mais une partie des gens qui nous écoutent le savent. Moi, je fais mes travaux, entre autres mes travaux universitaires, sur l'idée gaullienne de participation, c'est-à-dire sur un changement massif de l'entreprise qui a été avant tout refusé par le patronat français, parce que c'était justement de ne pas faire la révolution par l'actionnariat, mais faire la révolution par le travail. C'est-à-dire de changer le modèle d'entreprise tel qu'il est rigidifié en France depuis même le début du 19e siècle, en réalité. Et donc, si vous voulez, c'est assez fréquent dans nos séminaires qu'on traite de la valeur travail, du travail, de l'avenir du travail, à la fois comme lien social, mais pas uniquement. C'est-à-dire que, je dois le dire, une partie des discours sur la robotisation me laisse un peu froid, et une partie des discours sur le fait qu'on va faire de la richesse sans les hommes me terrorise. Parce que il ne sera pas l'heure d'un cochon de lait avant que quelqu'un se mette à dire que ces populations qu'on a grand remplacées par des machines ou par des algorithmes sont des populations parasitaires ou inutiles. Et malheureusement, le XXe siècle nous a appris comment peut terminer des mises au rencard ou des mises au rebut de population, si vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on commence avec la logique des hommes surnuméraires, on sait où ça commence, mais historiquement, on sait aussi où ça finit. Donc, je voulais voir quelle était votre vision de ce, justement, particulièrement pour des populations occidentales qui ont même des États comme... certes, même des États encore très industrialisés comme la Suisse ou comme l'Hinterland allemand, plus que l'Allemagne d'ailleurs,
à un moment ou à un autre, on sera face avec, on se pose tous ces questions de ce qui va arriver au travail, à sa valeur et à sa réalité. Vous, comment vous avez appréhendé ces phénomènes-là? Ben écoutez, moi, je vais vous répondre encore, mais bon, c'est juste pour illustrer, pour vous expliquer comment est-ce que j'ai découvert ça. J'ai découvert en réalité que la crise des subprimes aux États-Unis avait été provoquée, bien sûr, on a parlé de malhonnêteté, etc., du système financier. Mais pourquoi est-ce qu'à la base, il y a eu un appauvrissement généralisé de la population américaine, ces familles subprimes, qui ont dû emprunter de l'argent? Parce que ces banques et ces courtiers qui ont dépassé les limites, voire qui ont commis des escroqueries, ont répondu à un besoin de la part d'une frange immense de la population américaine qui avait désespérément besoin d'emprunter pour vivre. Eh bien, j'ai découvert que cet appauvrissement qui s'était passé à partir du début des années 2000 était dû aux délocalisations d'entreprises américaines vers la Chine. Bien sûr. Rappelez-vous, il y a eu un mouvement. La Chine était considérée comme l'Eldorado en termes de salaire. Donc, à partir de la fin des années 90, le mouvement s'est accentué au début des années 2000. Donc, un nombre immense d'entreprises de toute taille américaine a délocalisé en Chine pour payer des salaires moindres, et ça a provoqué aux États-Unis un nivellement des salaires automatique. C'est normal lorsqu'il y a moins de demandes, les salaires baissent. Et c'est pour ça, c'est ce qui a provoqué ce besoin de la part de ces dizaines de millions d'Américains, tout simplement d'argent frais pour pouvoir vivre et survivre, d'où les subprimes. Et donc je reviens à votre remarque et à votre question. Oui, nous sommes en train de payer à notre corps défendant ces anciennes délocalisations qui ont procédé à un nivellement par le bas des salaires. Mais il y a également les contraintes de l'actionnariat qui ont exigé au fur et à mesure de la part de ceux qui restaient, de ceux qui avaient toujours un travail, de la part des fourmis travailleuses en Occident, des performances parfois dignes de grands champions sportifs. Donc, sans que les salaires suivent. Donc, le salarié, quel qu'il soit son niveau, était-il sommé de s'adapter instantanément? Les idéaux, les énergies de nos politiques, même et même des intellectuels, le profit était érigé au rang de religion pragmatique, qui a défini de nouveaux codes, et l'ensemble de la société a dû s'en imprégner et a dû s'en inspirer. Donc, heureusement que j'avais envie de dire que heureusement qu'aujourd'hui, le marché du travail a changé de nature depuis 1 an et demi en Europe, dans le monde occidental aussi. Il semble que le rapport de force soit en train de s'inverser. Il semble qu'il soit plus en faveur du salarié et du travailleur, dans le sens où nous voyons certains secteurs de l'économie, par exemple en France et en Europe, qui sont clairement en tension. Maintenant, ce qui est très très important, c'est de revaloriser les salaires. C'est très très important qu'il y ait une revalorisation des salaires, et à ce titre, j'entends avec plaisir, même le MEDEF, même des gens au MEDEF en France qui plaident et qui exhortent leurs entreprises à augmenter les salaires de leurs salariés
Et c'est uniquement comme ça que l'on ira vers plus d'équité. Dans une part des opinions, moi, ça fait 17 ans que je fais du conseil politique. Bon, j'ai été dans les institutions européennes, donc ce que j'ai vu principalement, c'est l'impérialisme allemand plus la corruption, surtout la corruption. Mais comme en Union européenne, il y a des règles très particulières qui font que ce que nous on appelle corruption, ils appellent pas ça corruption. Donc de toute façon, ce ne sera jamais judiciarisé. Donc vu que ce n'est pas judiciarisable. Mais mais je vois beaucoup de gens aujourd'hui, disons, avoir dans le monde politique tel que je le vois en tout cas en France, je ne pense pas que ce soit encore la même chose en Suisse parce qu'il y a plus d'industrie en Suisse, mais en tout cas en France, de voir un ressentiment massif envers les pays en développement, comme si les délocalisations, si vous voulez, comme s'ils avaient volé les entreprises alors qu'ils ne les ont pas volées, on leur a vendu. En réalité, c'est la cupidité qui a tué l'Occident. C'est ce que... L'appât du gain. C'est l'appât du gain, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. La question, c'est comment sevrer une civilisation entière d'une culpabilité alors qu'elle va être en face d'un monde émergent qui, lui, a bien des défauts, et des défauts structurels. La Chine avec un vieillissement accéléré, tout ça, nous le savons. Le problème, c'est qu'à la fin, prenons le cas de l'affrontement, pour l'instant virtuel, sino-américain, vous avez une puissance militaire à nul autre pareil, mais avec des dettes à nul autre pareil, et vous avez une grande puissance qui a bien des défauts internes, mais qui a les usines d'un continent qui a les usines et les savoir-faire. Donc pour vous, quels sont les points qui vous apparaissent les plus importants dans la géoéconomie qui va arriver? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un Occident qui a le sentiment de décrocher. Décroche-t-il réellement? Vous allez nous le dire. Mais, en tout cas à vos yeux, et une Asie qui ne sera certainement pas suprémaciste ou impérialiste, mais en tout cas, qui va être dominante dans la production industrielle et dans les brevets. Elle l'est déjà. Oui, bien sûr. Écoutez, moi je constate d'abord une chose, c'est que les gagnants de demain, je ne sais pas qui seront-ils. Bien sûr, ça va se départager entre les États-Unis et certains pays d'Asie. Je pressens que les gagnants de demain, ce ne sera pas l'Europe. Là, j'en suis certain. Là pour le coup, si, là, comme on dit au poker, j'aurais mis 100 balles pour suivre. Oui, là on est d'accord. Bon, malheureusement. Bon, ça, c'est sûr. Le voyage de M. Macron en Chine a pour fantasme de pouvoir relancer les choses, mais les résultats sont ridicules. Oui. Et donc, ce n'est pas comme ça que l'Europe pourra défendre sa part du gâteau. Bon, fermons la parenthèse. Ce n'est pas si évident que cela pour l'Asie, vous savez, parce que vous avez un pays qui est la Chine, qui est hyper dominant et qui est entouré quand même, qui est encerclé même de pays qui cherchent à tout prix à s'en distancer, à tous les points de vue, au point de vue géopolitique, au point de vue économique également. Bien sûr, il y a le Japon, bien sûr, il y a la Corée du Sud, qui sont des alliés traditionnels des États-Unis, mais vous avez, de manière plus surprenante, des pays comme le Vietnam. Le Vietnam, bien sûr. Qui se méfie grandement de l'influence grandissante de la Chine. Et donc, je dirais que ce n'est pas gagné pour la Chine. Il y a encore quelques années, à l'unisson, les experts prévoyaient
que l'économie chinoise serait numéro 1, dévancerait les États-Unis à l'horizon 2025. Maintenant, plus personne n'en parle depuis déjà 2 ans. Donc, vous conjuguez tout cela à ce qui est en train de devenir un boycott en bonne et due forme de la part des États-Unis en termes de tout ce qui est très sensible d'intelligence artificielle, en termes de technologie dont la Chine ne dispose pas encore et dont la Chine a désespérément besoin pour pouvoir se hisser et être numéro 1. Vous conjuguez tout cela avec la démographie qui est déclinante, comme vous l'avez rappelé. Tout à fait. Mon avis est que les États-Unis, qui restent un pays extraordinairement dynamique, sont encore bien partis, d'autant plus qu'ils ont comme allié inconditionnel un géant comme le Japon, qui est en train, comme on le sait, de se réarmer de manière... Septième budget militaire mondial. Oui, tout à fait, de manière tout à fait inédite. Donc, il y aura... nous sommes déjà à un affrontement de titans. La Chine, pour essayer de se désencercler, bien sûr, sa porte de sortie, c'est Taïwan. Avec un grand point d'interrogation, parce que dans les deux cas, je dirais que la Chine, dans les deux cas, la Chine est quelque part en grand danger, que si elle prend Taïwan, si elle envahit Taïwan, si elle fait la guerre à Taïwan, quel que soit le mot qu'on utilise, nous sommes confrontés à quelque chose qui va largement nous dépasser au niveau universel. Et si elle n'envahit pas Taïwan, quelque part, le nouveau mandat de Xi Jinping qui vient de démarrer et qui va se terminer dans 4 ans, s'il se termine dans 4 ans sans rien avoir fait contre Taïwan, c'est comme un ballon qui va se dégonfler et qui va peut-être un petit peu décourager le nationalisme chinois. Oui, mais qui peut fragiliser l'infrastructure du PCC, oui, ça c'est certain. Oui. Donc, avec tous les risques que ça implique, parce que on se rend pas compte qu'aujourd'hui, un tremblement interne politique en Chine a des répercussions mondiales immédiates. On ne s'en rend pas compte. Mais on n'a pas... Les Occidentaux n'ont pas encore actualisé leur carte mentale. Et ça pourrait vite venir. Oui, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se contenter du statu quo. Ça ne veut pas dire non plus que... Bien sûr. Voilà, donc imaginez, je veux dire, les relations entre la Chine et les États-Unis et le reste des pays occidentaux, ces relations ont été excellentes à partir disons, du début des années 90 jusqu'à l'arrivée de Xi Jinping. Donc, et ce fut un partenariat, comme on dit vulgairement, gagnant-gagnant. Alors, pas gagnant pour les familles américaines, bien sûr, qui ont subi les délocalisations. Je parle d'un point de vue interétatique et géopolitique. Moi, c'est dommage qu'il y ait ce regain de tension, d'autant plus que les choses peuvent échapper. Oui, c'est l'aspect mécaniste de ce que certains appellent la transition de puissance, que d'autres appellent le piège de Thucydide, alors que fondamentalement, la Chine, comme nous avons dans les 20 ans à venir des défis gigantesques qui devraient nous porter à la coopération. Mais d'un côté, nos deux sujets de ce soir si vous voulez, ces deux sujets sont liés. J'en parlais un jour avec Paul Jorion, et qui me rappelait, il avait raison, que quand on a émis énormément de capital fictif, pour différentes raisons, ou quand on a laissé émettre, dans l'histoire, ça s'est réglé de 3 manières à peu près.
des tentatives de saisie, judiciarisation, etc. C'est toutes les embardées révolutionnaires. Certaines ont échoué, certaines ont lamentablement... certaines ont échoué un peu, certaines ont échoué lamentablement. Quelques-unes ont réussi, mais très peu. Ce qui est surtout arrivé, c'est la destruction de capital pur, c'est-à-dire l'option militaire. Ça, c'est bloqué depuis les risques d'hiver atomique. Donc, et lui appelait à une troisième méthode qui était de régler ça démocratiquement. Lui-même avait plutôt une idée vague de ce que ça pouvait vouloir dire. Mais, si vous voulez, il y a toujours dans certains esprits, quand l'économie patine, la volonté de relancer à pas cher, entre autres, de relancer par la canonnière. Et ça pourrait venir assez vite. On s'en rend pas compte. Et ça pourrait venir des deux côtés, d'ailleurs, hein, parce que c'est pas uniquement vis-à-vis de l'Occident. Il y a une part de hauts dignitaires chinois qui pensent et qui surinvestissent symboliquement dans Taïwan parce que la Chine a des problèmes internes. Vous voyez ? Bien sûr. Donc, Bien sûr. chacun veut exporter sa politique intérieure à haut risque. Alors, l'une des questions de notre chat, c'est, grosso modo, faut-il revenir ou non sur le Glass-Steagall, c'est-à-dire sur la division banque d'affaires de banque de dépôt. Je rappelle qu'elle a été détruite d'abord en Europe, en France, c'est M. Delors qui l'a fait, et qu'elle a été détruite dans les années 93-94 par l'administration démocrate William Clinton régnant, premier mandat de William Clinton, par quelqu'un qui est assez connu du monde financier, qui est Lawrence Summers, qui fait toujours écouter sa voix actuellement. Oui, qui est un homme qui ne sait pas, qui est toujours assez écouté, pour le pire comme pour le meilleur. Quel est votre point de vue là-dessus ? Vous savez, la régulation financière, à chaque fois qu'il y a une crise, on en parle, et à chaque fois que les crises s'éloignent, Voilà. On évite le sujet. Hein, donc, bien sûr, il y a aussi... On pourrait le faire, mais... Oui, mais il y a un point que vous avez souligné. Pardon. Il y a un point que vous avez bien souligné. C'est le point sur le problème, et c'est grâce à vous que j'ai pu mettre un mot dessus, en vous lisant. Le Glass-Steagall Act a été pensé dans un monde où le shadow banking n'existait pas. Donc aujourd'hui, le risque est à l'extérieur des banques. C'est ça. Bon, bien sûr, j'allais venir au shadow banking. Le risque majeur est là, parce que premièrement, c'est un domaine qui n'est, c'est un trou noir qui n'est pas, dont on ne sait rien ce qu'il y a derrière. Donc on pourrait effectivement faire une régulation comme il se doit et comme selon la question de notre auditeur, mais nous aurons toujours ce système de l'ombre, ce système financier d'ombre qui sera là. Mais il y a aussi autre chose, c'est que, et ça s'est remarqué à chaque fois que les parlements ou que le régulateur ou que les régulateurs voulaient entreprendre ou assainir ou faire des lois dans le sens d'une plus grande régulation. À chaque fois, et la caricature, c'est une fois de plus aux États-Unis. Moi, j'ai bien connu celle qui s'appelle Sheila Blair, qui à l'époque qui était la grande patronne pendant quelques années de l'organisme de surveillance des banques américaines qui s'appelle le FDIC. Et Sheila Blair me racontait, parce que évidemment, bon, il y avait Obama à l'époque, président démocrate, et puis il y a eu la crise, donc administration démocrate, et plus crise voulait dire régulation, en tout cas tentative de réguler de manière draconienne le système bancaire américain. Le problème, c'est que toutes ces banques, toutes ces institutions financières sont venues avec leur armée d'avocats à chaque fois qu'il y avait des réunions à la FDIC et ont introduit des centaines d'articles
pour pouvoir nuancer les lois et les règlements que voulaient mettre en place le régulateur et l'État. Et aux finalités, me disait Sheila Blair, on était noyés dans un océan d'amendements. Et s'il y a eu une loi qui a été adoptée en finalité, elle n'a plus eu rien à voir avec le projet initial du régulateur américain. Et c'est pareil pour le Parlement européen. C'est pareil pour le Parlement européen. Je vous rappelle que le lobbyisme est tout à fait légal au Parlement européen. Ne vous inquiétez pas, je les ai vus. Je les ai vus. C'est pas comme si c'était caché. Voilà, je fais moi-même partie d'une ONG qui s'appelle Finance Watch, qui essaye de réguler, qui existe depuis longtemps. J'étais un des premiers membres, qui est basé à Bruxelles et qui essaye de réguler la finance. Et je peux vous dire que on rame. Oui. Et puis je rebondis sur ce que vous disiez. Moi, j'avais été. Vous vous rappelez, il y a eu des ouvertures d'enquête après la chute de Lehman. Vous vous rappelez? Et j'avais été très choqué. Ça avait été suite à, entre autres, un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque, qui était Inside Job. J'avais été très choqué d'une des audiences dont j'avais pu voir les images, qui était d'ailleurs un ancien, je crois, dirigeant de Lehman, qui avait dit au district attorney, vous savez, alors il parle lui-même ou il fait dire un avocat, je ne me rappelle plus. Il dit, vous savez, je vais vous faire gagner du temps. La structure interne de Lehman Brothers est tellement complexe, vu que Lehman Brothers, c'était, je ne me rappelle plus du chiffre, mais c'était plusieurs milliers de personnes morales additionnées. Plusieurs milliers. C'est un truc... une chatte y perdrait ses petits. C'est le temps que vous compreniez ce que nous étions et comment nous étions organisés, vu les moyens d'un district attorney américain, vous allez déjà y mettre une bonne dizaine d'années. Donc, en travaillant que sur nous. Donc bon, pardonnez-moi de prendre la menace judiciaire de manière relative, et en réalité, ce n'était pas du tout une menace en l'air, ce n'était pas du tout du bluff. Et ce faisant, j'en reviens au point essentiel qui est la confiance. Ce faisant, le consommateur, ce faisant le citoyen, quel que soit le pays, au vu de ce système qui n'arrive pas à être régulé, encore moins assaini, perd confiance. Bien sûr. Et la confiance est essentielle. Je voudrais juste terminer avec un graphique, le 5, qui pour moi est tout à fait révélateur de ce qui se passe un petit peu dans le monde entier. C'est l'indice de confiance des Suisses dans leurs organes et dans leurs partis, qui est quand même très révélateur. SNB, c'est la Banque nationale suisse, c'est la banque centrale. Vous voyez que les Suisses accordent le plus de crédibilité toujours à leur banque centrale. Mais vous voyez que la crédibilité qu'ils accordent à leur banque centrale est juste supérieure à la crédibilité qu'ils accordent à l'UBS. C'est invraisemblable. Ça vous montre une perte de confiance immense. Regardez la perte de crédibilité du gouvernement. Ils font encore moins confiance à leur propre gouvernement qu'à l'UBS. Donc, vous voyez, premièrement, qu'il y a un phénomène, je dirais, global, pas qui se cantonne pas seulement à la Suisse, de perte de confiance qui est gravissime. Je veux dire, si on n'arrive même plus à faire confiance à son gouvernement dans un pays, je le répète, je le répète pas, je le dis, dans un pays de démocratie directe. Parce que la Suisse, c'est le pays de la démocratie directe.
Ouais. Si même dans un pays de démocratie directe, on ne fait pas confiance à son propre gouvernement et à sa banque centrale, imaginez dans des pays de non-démocratie directe comme la France ou comme l'Allemagne. Voilà. Voilà. Donc, et donc tout ça pour dire que on termine sur une note en riant jaune, quoi, parce que tellement que c'est lourd d'implications. Ouais. Cher Michel Santi, je vais vous remercier. J'espère que vous nous reviendrez. Je recommande, alors lecteurs français, soyez un tout petit peu patients. Vous avez 13 jours à attendre, c'est pas la mer à boire, pour la sortie en France. Il est déjà publié en Suisse de l'ouvrage de Michel Santi sur la BNS, donc la Banque nationale suisse, rien ne va plus. Sincèrement, au-delà de l'intérêt sur la Suisse, sincèrement, lisez-le. Vous pouvez retrouver les autres ouvrages de Michel Santi un peu partout, de le suivre sur son site. Parce que moi, j'aime beaucoup vos articles que vous partagez de temps en temps sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je vous ai connu, d'ailleurs, il y a un bon moment. Je vous recommande beaucoup, surtout que ce qui s'est passé en Suisse, en réalité, vous donnera un éclairage. Il y a un côté microcosme par rapport, microcosme pas du tout méprisant pour la Suisse, mais ça permet de voir dans un jeu avec un nombre d'acteurs restreint ce qui est arrivé de manière plus complexe, parce que plus d'enjeux et plus d'acteurs. C'est bien simple, la Banque centrale suisse s'est transformée en plus grand fonds spéculatif mondial. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Michel Santi. Merci Thierry Laugeron. Bonne soirée. À vous aussi. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.